Arthaud Nathalie, 52 ans, candidate lutte ouvrière pour la 3e fois. C'est donc votre ADN que nous allons tenter de capter en vous plongeant dans les archives de l'INA. Bonjour et bienvenue Nathalie Arthaud. Bonjour. La première fois que vous apparaissez à la télévision, c'est en gréviste. Déjà enseignante, gréviste, mobilisée contre la réforme Fillon en 2003 et pour votre future retraite. Je vais partir à la retraite au-delà de 2020, donc il faudra que je cotise jusqu'à 68 ans puisque j'ai commencé à travailler à 26 ans et je partirai avec 38% de mon salaire net. Vous militez depuis l'adolescence, 17, 18 ans? Depuis 18 ans surtout, oui. Et pourquoi avoir choisi lutte ouvrière? C'est vrai que moi, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais quand même révoltée par ce que je voyais. J'étais révoltée par les injustices, par la faim dans le monde aussi. Il y avait eu en 86 une famine en Éthiopie. Enfin voilà, je ne me voyais pas ne rien faire. Voilà, tout simplement. Pour moi, ce n'était pas possible d'accepter ça. Je voyais bien que ici, en France, les poubelles regorgeaient, etc. Comment laisser ces enfants, ces femmes mourir de faim? Enfin, je ne comprenais pas. Et donc, ma première impulsion, c'était finalement d'aller vers les associations humanitaires. Et puis au lycée, à Lyon, je suis partie faire un sport-études à Lyon. J'ai rencontré des jeunes qui avaient des idées communistes, qui m'ont fait découvrir donc le manifeste du Parti communiste, qui m'ont fait découvrir les idées révolutionnaires et qui m'ont fait découvrir aussi la force du mouvement ouvrier. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai découvert parce que j'étais moi-même issue d'un milieu plutôt commerçant, agricole, et puis voilà, rural. Et j'ai découvert donc cette force-là qui avait déjà tellement fait pour faire avancer la société. Et donc je me suis, cela m'a convaincue. À l'époque, il y avait le Parti communiste, mais qui venait de gouverner. Qui était pour moi un parti de gouvernement, qui était dans le système. Donc non, moi je cherchais un parti attaché à vraiment changer la société de fond en comble. Ça devait être un parti révolutionnaire et cela a été lutte ouvrière. Quelques mois après cette mobilisation de 2003 contre la réforme des retraites, on vous retrouve sur un plateau de télévision pour interpeller le ministre de l'Éducation de l'époque, Luc Ferry. Vous voulez lutter contre l'illettrisme, mais sans employer de professeurs. Alors j'aimerais bien savoir comment ça se fait, ce miracle-là. Ça, c'est pas possible. Et par ailleurs, ce que je voudrais dire aussi par rapport au poste budgétaire, je pense que de l'argent, quand vous voulez en trouver, vous en trouvez en réalité. Là, du jour au lendemain, quand même, vous avez trouvé 500 millions pour payer l'amende du Crédit Lyonnais. Oui, c'est votre gouvernement, le gouvernement dans lequel vous êtes, pour qu'il puisse continuer de faire des affaires, d'ailleurs, qui ne fonctionnent pas bien aux États-Unis. Allusion à l'affaire Executive Life qui a effectivement coûté cher à l'État, comme les autres passifs du Lyonnais. Quel souvenir gardez-vous de ce moment? Peut-être la première fois où vous avez pu interpeller directement un ministre? Oui, ça c'est sûr. J'en garde un souvenir très fort. C'était à la Sorbonne et c'était extrêmement stressant pour moi parce que je portais aussi finalement tous ceux qui s'étaient battus, tous ceux qui avaient fait grève et j'avais envie vraiment de les représenter et qu'ils soient fiers finalement de ce que je pouvais porter là dans cette émission. Donc pour moi, voilà, je m'en souviens comme une grosse responsabilité déjà à l'époque et ça avait été difficile. J'étais très tendue d'ailleurs, on le voit dans les images. On ne voit pas le stress. On voit... Ah si, on voit la veine qui désigne un stress évident. Militer à lutte ouvrière comporte un certain nombre de rituels. Le plus connu est la fête de Hello chaque week-end de Pentecôte dans le domaine de Bellevue à Presles, dans le Val d'Oise. Voici un aperçu télévisé de la fête de 89. La vie de chaque jour est un combat. Une fête, la 19e du genre, jusqu'à demain soir. Une centaine de mouvements de libération, de partis politiques de gauche représentent ici les 5 continents. Car la fête de lutte ouvrière, c'est également cela. Pêle-mêle, musique, kermesse et discussions politiques, et bien sûr, le chantre des travailleurs, l'éternel Laguillier. L'Europe, oui, mais l'Europe des travailleurs pour la tête de liste de lutte ouvrière, qui tente aujourd'hui sa 3e percée au Parlement européen après 79 et 84. Une nouvelle tentative sans trop d'illusions, mais qui n'empêche pas une pointe d'humour.
Le marteau que le patronat ne doit pas connaître parce que ça augmente les rendements. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Avez-vous déjà raté une fête de Hello? Non. Jamais. C'est un moment très fort pour moi et pour nous tous, je crois, parce que c'est aussi un moment de fraternité très fort. C'est aussi, vous savez, cette fête, nous mettons 5-6 semaines pour la monter. C'est le fruit du travail de centaines de militants qui mettent tout leur cœur, leur passion, leurs compétences, etc. Et rien que pour nous, ça, c'est déjà une petite fierté et de voir ce qu'on arrive à faire au final, et comment chacun a à cœur de faire le meilleur pour passer ces 3 journées ensemble, défendre nos idées, défendre aussi la perspective d'une autre société, d'autres rapports humains aussi, et c'est tout ça pour moi la fête. C'est toujours un moment où on emmagasine beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme pour repartir au combat. Et voici à présent le passage de témoin. En 2007, vous êtes la porte-parole d'Arlette Laguiller pour sa dernière candidature présidentielle et vous vous apprêtez à prendre la relève. Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. À force de campagne, elle a transformé sa popularité en succès dans les urnes. En 1995 et 2002, elle dépasse par 2 fois la barre des 5%. Mais ce capital sympathie, Arlette Laguiller va devoir le transmettre. Et parmi les successeurs possibles mis en lumière dans ce parti où on cultive le secret, Nathalie Arthaud, 37 ans, porte-parole de lutte ouvrière dans la région lyonnaise. Mais à l'entendre, rien n'est fait. Là, je l'accompagne parce qu'on est en meeting à Lyon. Quant au présidentiel, c'est dans 5 ans. Donc là, vraiment, je crois qu'on a le temps de voir tout ça. Donc c'est pas vraiment d'actualité pour l'instant. Sourire complice et bienveillant, et même une forme de mimétisme, il y a un peu de ressemblance physique entre vous deux, non? Oui, alors ça, c'est pas, comment dire, c'est pas un choix. Ça se trouve comme ça. Hein. On avait, mais vous savez, quand tous ceux qui connaissent Lutte ouvrière savent qu'on est très différents, qu'on est très divers, qu'on est, voilà. Donc bon, pour moi, non, c'est pas. Bon, maintenant, en même temps, il y a une simplicité. C'est sûr que moi, je n'ai jamais porté de bijoux, j'ai jamais eu cette envie-là. J'étais, on me qualifiait de garçon manqué. Hein. Dans ma jeunesse, et puis j'ai toujours eu envie de faire ce que faisaient les garçons d'ailleurs aussi, hein, c'est une réalité. Voilà, moi j'ai toujours eu envie, d'avoir, j'ai toujours aspiré à cette égalité-là. Donc, vous voyez. Je pense que ça fait partie aussi de beaucoup de militants, y compris de féministes. En tout cas, nous n'avons pas eu à chercher très loin pour trouver votre mentor. Arlette Laguiller, bien sûr, 39 ans passés à porter la parole de lutte ouvrière, 6 fois candidate à la présidentielle, record absolu. On dit que vous partagez aujourd'hui encore le même bureau, qu'elle relit certains de vos discours, qu'elle vous conseille. C'est vrai, vous confirmez? Ah oui, c'est vrai. On partage le même bureau, on discute beaucoup. Elle me transmet son expérience et puis aussi on discute de la situation, on réagit, on partage aussi notre colère. Moi, je suis impressionnée tous les jours de voir avec quelle fraîcheur. Arlette reste révoltée, quoi. Voilà, elle est révoltée. Moi, la différence d'âge, je ne la sens absolument pas. Il y a toujours, elle est animée toujours de cette même force, de se dire mais oui, cette société, on peut la changer, on peut faire 1000 fois mieux. C'est pas, voilà, on marche sur la tête. Enfin voilà, donc c'est un partage. Je pense que un partage sur aussi un pied d'égalité parce qu'on est militantes toutes les deux. Voilà. Donc, c'est... Alors, on vous a préparé un petit florilège de toutes ces années Arlette dans les meetings et à la télévision, avec un bonus rare d'abord, sa toute première apparition dans un reportage où, simple voyageuse à la sortie du métro, elle dénonce le scandale des transports en commun.
Vous prenez le métro le matin par exemple, vous voyez des femmes avec des gosses. En métro, on est absolument bousculé, serré. Elles sont obligées d'emmener leurs gosses dans une crèche par exemple. Et ben, c'est absolument scandaleux qu'on fasse voyager les gens dans des conditions pareilles. 170 candidats qui sont tous des travailleurs, ouvriers, techniciens, employés, qui militent quotidiennement dans leurs entreprises, qui sont des militants syndicaux, qui participent aux luttes de la classe ouvrière. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Petite fille modèle ou turbulente? Je vivais dans un quartier ouvrier avec plein d'enfants avec qui on jouait dans le jardinet qu'entourait le petit immeuble que j'habitais. Et oui, j'aimais les jeux, mais je crois que déjà j'avais un certain goût pour la lecture, c'est vrai aussi. En tout cas, je ne regrette pas de m'être présentée, bien au contraire. Ce que j'ai dit dans cette campagne a été au moins dit par quelqu'un. Et si les travailleurs ne font que s'en souvenir dans les mois qui viennent, je dis c'est déjà important. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le chant humain. C'est la lutte. Arrête, je te kiffe. Pardon. Bon, on a compris que vous aussi, vous la kiffez, Arlette. Arlette, dont le prénom était plus connu que son parti. Vous vous êtes déjà demandé, Nathalie Arthaud, pourquoi elle et pas vous? En tout cas, vous, un peu moins. Non, jamais, jamais, parce que la réponse, elle est très simple. Elle est très simple. Effectivement, la première femme à se présenter en 74, ça a été un coup de tonnerre, hein, moi je crois. Voilà. Et en plus, elle était la première donc à se présenter à la présidentielle, mais elle venait de conduire une grande grève dans le secteur bancaire. Et elle s'était aussi fait connaître à partir de ce moment-là. Donc c'est toute une période de combat sur tous les plans, à la fois des combats de travailleurs, des combats aussi féministes. Donc c'est toute cette période-là, cette lutte aussi contre la guerre d'Algérie, parce que c'est aussi ça, l'histoire d'Arlette, elle s'est engagée à ce moment-là. Donc oui, c'est une période de politisation intense où les femmes sont à l'avant, et je crois qu'Arlette, elle représente ça. Donc moi, j'arrive après. Avec des scores que vous n'avez pas atteint. Enfin, les scores d'Arlette Laguillière, elle dépasse les 5% à la présidentielle en 95 et 2002. Oui, mais vous voyez, elle s'est présentée en 74 la première fois. Il a fallu attendre 95 pour qu'il y ait 5%. Et en fait, c'est aussi 95, je pense, une période où finalement, il y avait déjà une petite remontée d'un esprit contestataire dans le monde du travail. D'ailleurs, ensuite, il y a eu les grandes grèves de 95 contre le plan Juppé. Enfin, ça a été un moment important où il y a eu des millions de salariés qui se sont manifestés, qui ont fait grève, un vrai bras de fer. Et j'ai l'impression que cette élection de 95 était finalement annoncée, hein, cette remontée de conscience ouvrière finalement. Votre mentor originel, si je puis dire, celui qui a créé la matrice politique de votre mouvement, c'est Léon Trotsky, un révolutionnaire russe devenu opposant à Staline, qui le fera assassiner. Voici la voix de Trotsky, 2 ans avant sa mort, octobre 1938. Il est en exil au Mexique et il vient de créer la 4e internationale. Dear friends, we are not a party as other parties. Our ambition is not only to have more members, more papers, more money in the treasury, more deputies. All that is necessary, but only as a means. Our aim is the full material and spiritual liberation of the toilers and exploited through the socialist revolution. Nobody will prepare it and nobody will guide it but Bolshevik Leninists. I repeat, nobody but ourselves
Personne d'autre que nous pour faire la révolution, dit Trotsky. Que veut-il dire en disant cela? Que les autres formes de lutte ne sont pas légitimes ou efficaces? Non, pas du tout. C'est simplement que il faut avoir cette conscience que le levier révolutionnaire pour contester la classe capitaliste qui aujourd'hui monopolise toutes les décisions en fait, qui décide à notre place finalement de comment ce qu'on doit produire, où, avec qui, dans quelles conditions et qui engage l'avenir de l'humanité, je dirais de la planète, c'est cette classe capitaliste. Et comment peut-on faire pour la contester? Comment peut-on faire pour finalement pour la renverser? Pour la renverser, parce que moi je pense que c'est ce qu'il faut. Eh bien, moi je pense que c'est simplement en partant de cette idée que les travailleurs, l'ensemble du monde du travail, quand je parle de travailleurs, il faut bien réaliser que cela va des ouvriers, de ceux qui sont tout en bas de la hiérarchie jusqu'aux ingénieurs, aux cadres aussi, ce sont eux qui les font tourner, ces entreprises, ce sont eux qui créent toutes ces richesses, ce sont eux qui créent les profits, les dividendes, les capitaux aussi d'ailleurs, que cette grande bourgeoisie s'arroge, et que ce sont eux qui sont capables de dire, eh bien écoutez, maintenant on dirige, maintenant nous décidons, finalement nous prenons un tas de décisions, confrontés aux problèmes de la réalité, aux problèmes de la production, on fait le plus difficile, on peut aussi fixer nous-mêmes les objectifs, fixer la politique de ces multinationales et la politique tout court. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas d'autre levier que l'ensemble des travailleurs, qui représentent l'écrasante majorité de la population d'ailleurs, pour changer la société de fond en comble. Voilà. Moi, je ne crois pas du tout à la possibilité que, comment dire, une catégorie comme ça fasse le bonheur ou un homme puisse faire le bonheur puisse faire le bonheur de tous. Changer la société, ça sera l'œuvre de millions, de milliards d'êtres humains en réalité. Ça sera leur activité, ça sera leur engagement. La révolution comme but ultime, ça veut dire que le reste, les luttes sociales, les élections, c'est secondaire à vos yeux? Ah, c'est certain que ce ne sont pas dans les élections que le sort des opprimés, le sort des exploités peut avancer. Et ça, c'est quand même, toute l'histoire le montre, toute l'histoire le montre, toutes les avancées sociales, la moindre en fait avancée sociale a été le fruit d'un rapport de force, voilà, a été le fruit de lutte sociale, d'explosion sociale, d'insurrection, de révolution. Alors voilà, et jamais en fait, tout ça n'est jamais tombé du haut de l'Élysée ou de je ne sais quelle institution. Ça a été toujours l'œuvre finalement des travailleurs eux-mêmes. Et ça, oui, ça fait partie des choses que moi je tiens à dire dans cette campagne. Et je pense et j'appelle d'ailleurs à voter, à dire finalement on est conscient de cela, on est conscient que les choses changeront si nous repartons nous-mêmes au combat, si on s'organise. Donc moi c'est cette politique-là que je veux, autour de laquelle je veux rassembler, y compris dans cette élection présidentielle. Alors à propos de rapport de force, et en attendant une révolution qui ne sera pas un dîner de gala comme l'a dit Mao, il arrive que la lutte politique s'exerce dans la violence ou la contrainte. Exemple avec cette figure de lutte ouvrière en Picardie que vous connaissez, Roland Spirko, filmé par les caméras d'envoyé spécial en 95. Ouais, vous entendrez quand même, écoutez bien. Nous avons décidé d'occuper la direction nationale de l'ANPE afin de montrer au gouvernement qu'il doit répondre à notre exigence. Aucun salarié de Chausson à la NPE. Cette occupation est pacifique. Les salariés qui travaillent là ne sont pas nos ennemis. Vous nous filez-nous votre badge. Mais on n'a pas tous des badges. Mais si. On n'a pas tous ces badges. Vous avez notre badge, on l'ouvre et puis c'est tout. Vous préférez qu'on casse? C'est le directeur que tu cherches, il est pas là, il est en vacances. Non, laisse. Ça s'ouvre? Ouais. On est très déterminés, prêts à rester le temps qu'il faut. On peut rester longtemps. Roland Spirko dans la lutte des chaussons de l'usine Chausson. Super images. Il vous est arrivé, vous, d'employer ces méthodes? Enfin, j'ai une petite question là. Où est la violence? Parce que là, je la vois pas, moi. Je vois pas de violence.
Je vois zéro violence. Bah si, là où je vois de la violence, c'est dans la fermeture de chaussons. Là, je la vois, la violence. Je vois des milliers de familles ouvrières qui vont être plongées dans la misère. Je vois des travailleurs qui ont passé leur vie et qui ont peut-être laissé leur santé pour chaussons et pour toutes ces usines. Je les vois être mis dehors, quoi. Et là, c'est de la violence. Et vous savez d'ailleurs, la Picardie, l'Aisne, le Nord, regardez ces déserts industriels, regardez cette misère et cette précarité aujourd'hui qui est d'une violence, mais alors extrême. Moi, je pense que la première violence, c'est ça, c'est la misère. C'est la misère. C'est le fait de ne même pas pouvoir gagner sa vie dans cette société, même pas avoir ce droit-là. Mais là, dans les images, non, je vois absolument zéro violence. Et par ailleurs, ça me fait... même, je vais vous dire, ça me fait rêver, ça. Oui, ils s'invitent à Pôle emploi, ils s'invitent sur les plateaux de télé, ils s'invitent sur les Champs-Élysées. Et moi, je pense que oui, tous ceux qui sont opprimés, eh bien, ils doivent s'inviter. Sans quoi, on est voué à être les éternels sacrifiés. On n'existe pas, en fait, on est même invisible. Donc, oui, voilà, il faut qu'on s'invite. Comme les Gilets jaunes. Oui, comme les Gilets jaunes, mais je dirais encore plus que ça, parce que moi, je pense que... ce mouvement des Gilets jaunes, moi, il m'a conforté. Il m'a conforté dans cette conviction profonde que la capacité de révolte, elle est intacte dans la société et qu'elle peut venir de femmes et d'hommes qu'on n'imagine pas. Qu'on n'imagine pas parce qu'ils ne sont pas organisés, ils n'ont jamais fait de syndicalisme, parce qu'ils ne sont jamais, associés à différents, aux luttes précédentes. N'empêche qu'ils peuvent aussi être amenés à se battre sur ce terrain et à chercher l'organisation, justement. Mais je pense, moi, mon combat par rapport à tout ça, c'est que la lutte, elle rentre aussi dans les entreprises, au cœur même du système, dans ces fameuses citadelles capitalistes, là où il y a l'argent qui se crée, mais là aussi où il y a ces inégalités, là où il y a cette souffrance qui se crée, et là où les décisions sont prises, et parce que c'est là que véritablement on aura un levier pour peser sur la politique de ces multinationales, de cette classe capitaliste. Donc voilà, moi, c'est ça ma politique. Mais oui, il faut forcément se faire une place. Il faut utiliser cette force collective, parce que dans les images, ce qu'on voit, c'est que si la porte est ouverte au pied de biche, c'est qu'il y a quand même, ils sont une 50aine ou 60 derrière à vouloir rentrer et à pas vouloir à pas accepter qu'on les muselle, voilà. Il est temps, Nathalie Arthaud, de déterrer vos racines. Votre paysage d'enfance, c'est un village de la Drôme, Perrin. Le métier de votre père, garagiste. Vous avez vous-même servi l'essence à la pompe, paraît-il. C'était comment le métier de garagiste dans les années 70 ? Je vous propose cette archive de 1975. Raymond M est garagiste à Paris, dans le quartier de la République. Concessionnaire de motos et agent d'une marque de voitures française, il emploie 6 mécaniciens et il a un parking de 200 places. Il a accepté de répondre aux questions comme celle-ci que nous nous posons tous. Pourquoi les gens se méfient-ils des garagistes ? Parce qu'ils sont souvent, premièrement, mal reçus. Deuxièmement, parce qu'ils sont souvent mal servis. Surtout au niveau des grosses affaires. Ou tout simplement, on est un numéro sur une voiture, sur le toit d'une voiture. Ensuite, votre voiture monte à l'atelier, personne ne vous connaît. C'est fini. Donc c'est le même problème que pour les grandes surfaces et les petits commerçants. Le client n'a aucun lien avec le mécanicien. Il ne peut pas lui exposer ses petits malheurs, ses petits ennuis. Mais tout le monde ne peut pas aller dans un petit garage. Ah, on vient dans un petit garage, parce que le copain dit, eh ben dis donc, on va chez un tel, c'est un petit garagiste, je le connais bien, il est bien, t'en fais pas, et puis il est pas trop cher. C'est surtout ça qu'on dit, il est pas trop cher. Ça ressemble à ce que vous avez connu ? Ça ressemble, oui. Alors, c'est assez différent aussi, parce que, bon, là, il s'agit d'un village. Donc, en fait, quand on est garagiste dans un village, dans un milieu rural, en fait, tout le monde se connaît.
tout le monde se connaît, ce sont des liens familiaux, des liens amicaux, les enfants se connaissent, enfin bon, et évidemment, quand on est garagiste dans cette situation-là, on est sous le contrôle permanent. Moi j'ai en tête mon père qui recevait un coup de fil, voilà, à 21h, 22h, je suis dans le fossé, il faut sortir la voiture, viens avec ta dépanneuse. Et mon père, je le vois partir en pleine nuit avec la dépanneuse pour aller sortir la voiture, et puis pour que le lendemain, et puis en prêtant d'ailleurs une voiture de remplacement, parce que c'est aussi tout ça qui se passe dans les garages de ces zones rurales. Donc oui, alors moi, mon père, il a toujours eu les mains, effectivement, dans le cambouis, voilà, les mains calleuses, même si il employait des ouvriers, même si il n'était pas tout seul à travailler, n'empêche qu'il a toujours été, effectivement, plongé dedans, quoi. Le déclic du militantisme ou de l'engagement, vous avez raconté qu'adolescente, il est venu d'images que vous avez vues à la télévision. Nous sommes en 84, une famine sévit en Éthiopie qui fera des centaines de milliers de morts et qui donnera lieu à une mobilisation internationale avec la chanson We Are the World. Au catéchisme où vous êtes assidu, vous faites un collage de photos pour alerter sur ce drame. Reportage terrible diffusé dans le journal de 20h d'Antenne 2. Dans quelques heures, ce bébé sera mort. C'est une certitude. Comme celui-là, ils sont plus de 500 000 entassés ici, dans ce camp, au nord d'Addis Abeba. C'est l'Éthiopie qui a fait de vous une militante ou la lecture de Marx et Engels, le manifeste du Parti communiste ? Les deux, en fait. Les deux. En fait, ça a fait ma révolte, ça a fait mon envie, ma résolution que cette société-là, il fallait que je m'engage pour la changer. Et puis la lecture de Marx, la découverte du mouvement ouvrier, cela m'a donné les outils, voilà, le moyen de la changer, le moyen. Et vous voyez, là on parle de cette famine 84, 86, etc. Mais ce qui est fou, c'est que les mêmes images, on peut les avoir aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. On produit pour 2 fois la population de la planète aujourd'hui. Il y a une personne qui continue de mourir de malnutrition toutes les 10 secondes. C'est incroyable. Vous êtes agrégé d'économie et de gestion, vous avez choisi l'enseignement, l'informatique au lycée Albert Camus dans la région lyonnaise et puis au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Nous sommes en 2012. On vous retrouve dans ce reportage du journal télévisé. Début du marathon, mi-journée à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Nathalie Artaud quitte le lycée technique où elle enseigne l'informatique en gestion. La porte-parole de lutte ouvrière à l'étiquette vue à la télé, ses idées trotskistes sont moins connues. Elle a des idées strauskiennes, un révolutionnaire trotskiste. Je les ai entendus entre eux, les uns expliquer, mais oui, lutte ouvrière, elle est communiste. Expliquez-nous, Nathalie Artaud, ce choix de l'enseignement, parce que on sait qu'Hardy, l'un des fondateurs de Lutte ouvrière, recommandait tout particulièrement aux adhérents le métier de professeur car il permettait d'avoir du temps libre pour militer. C'est la raison de votre choix. Est-ce que vous vous sentez plus militante qu'enseignante ou l'inverse ? Oh, les deux, en fait. Et c'est vrai que le métier d'enseignant, c'est pas le pire des métiers dans cette société pourrie, j'ai envie de dire. Parce que quand même, c'est aussi un moyen de faire réfléchir, de permettre à des jeunes d'apprendre, d'être maîtres de leur avenir. Voilà, c'est une façon de développer l'esprit critique. Enfin, tout ça, pour moi, c'est aussi des choses importantes. Voilà. Donc, bon, c'est assez naturellement en fait que je me suis engagée de ce côté-là et puis c'était voilà, je pouvais concilier justement les deux, même si la façon dont on nous demande d'enseigner est de plus en plus finalement frustrant. Mais ça, comme dans les hôpitaux. Moi, je me dis souvent que finalement, ce sentiment qu'ont beaucoup d'aides-soignants, d'infirmières, de salariés des EHPAD, ce sentiment finalement d'être dans la maltraitance, c'est quelque chose que je ressens aussi dans l'éducation, en fait.
Une grande figure de l'histoire de France à présent invoquée à tout bout de champ dans cette campagne, pas par vous, mais à qui nous invitons les candidats à se confronter, c'est la rubrique « Face à De Gaulle ». Pour vous, nous avons choisi une archive de 65 entre les deux tours de la présidentielle où le général explique par une drôle de métaphore nos aspirations contradictoires à l'ordre et au changement. Dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Le mouvement et l'ordre, le progrès sans la pagaille, vous trouvez cela bien vu ou terriblement conservateur? Oh non, c'est conservateur de bout en bout, là. Franchement, le mouvement, c'est la ménagère qui veut sa machine à laver. Bon, aujourd'hui, je crois que les femmes, elles aspirent d'abord à ce que l'homme s'occupe des lessives exactement comme elle. Enfin bon, non, là, je crois que on est quand même, on a encore progressé en termes de libération et de mouvement et de progressisme quand même. Oui, mais c'était il y a presque 60 ans. Bon, oui. On serait bien en peine, Nathalie Arthaud, de trouver chez vous un changement de ligne politique, mais dans l'histoire de lutte ouvrière, il y a tout de même eu un virage à 180 degrés. Ce virage, c'est celui de votre dirigeant historique, hardi, Robert Barcia, de son vrai nom, qui passe soudainement de l'ombre à la lumière, puisque le parti gardait une part de mystère et de clandestinité. Les militants avaient des blases, des pseudonymes. Or, voici qu'en 2003, Hardy écrit un livre pour raconter la vraie histoire de lutte ouvrière, la vie de l'intérieur. Il se dévoile et témoigne dans un reportage diffusé au journal de France 2. À Lutte ouvrière, tout est un peu mystérieux, en tout cas différent. Ce n'est pas au siège de son parti que nous avons rencontré Robert Barcia, car de siège il n'y en a pas. C'est ici la maison d'édition du journal Lutte ouvrière. De même, les congrès de ce mouvement sont un peu particuliers. On sait, y compris dans la presse, que c'est chaque année le premier week-end de décembre. Et on peut y assister? Non, pas la presse. Autre originalité, les militants de Lutte ouvrière, y compris la plus célèbre d'entre eux, n'auraient le droit ni de se marier ni d'avoir des enfants. Alors nous sommes pour la libération de la femme. Et le mariage est une forme d'aliénation de la femme. Nous disons à nos camarades, bon, faut savoir que si tu milites de telle façon, tu vas avoir des enfants, des problèmes en ayant des gosses. Maintenant, on ne l'interdit pas. Mariage et enfants déconseillés, c'est toujours vrai? Mais non, et d'ailleurs, tous ceux qui nous connaissent savent très bien que beaucoup de camarades ont des enfants, et même plusieurs, voilà. Donc, mais après, il y avait cette détermination, et c'est vrai qu'Arlette, elle en a fait part, elle, de se rendre complètement disponible pour son combat, par exemple. Bon, moi, c'est le choix que j'ai eu envie de faire aussi. J'ai eu envie, justement, de travailler pour tous les enfants du monde. Moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est ce que disait Arlette aussi. Ah voilà, écoutez, on sait pas, j'ai pas relu, mais c'est ça ma conviction profonde. Et c'est vrai que moi je me voyais pas avoir une vie rangée ou encore une fois, moi mon combat, ce qui m'anime, ce qui me fait vivre, hein, c'est cette idée qu'on peut faire autre chose de la société, voilà. Et après, moi ça me fait assez sourire tout ça parce que des blazes, des pseudonymes, franchement aujourd'hui tout le monde en a, les journalistes en ont, et il y en a beaucoup sont connus, oui bien sûr, et beaucoup sont connus sous d'ailleurs des pseudonymes en fait. Donc voilà. Après, vous pensez à qui? Vous pensez à quoi? Je pense à certains journalistes. D'ailleurs, je suis allée il n'y a pas bien longtemps dans une émission où des journalistes m'ont expliqué que quand ils étaient rentrés à Europe 1, on leur avait demandé de changer leur nom.
Voilà, oui, de changer leur nom, de se présenter sous un autre nom parce que ça gênait la direction d'Europe. Alors, voyez, tout ça, bah oui. Alors, et vous le savez mieux que moi en fait, donc vous pouvez mieux l'expliquer que moi. C'était pour des raisons d'homonymie en réalité. Peut-être pour des raisons d'homonymie, mais pas seulement parce que le nom sonnait pas suffisamment bien aux oreilles des uns ou des autres. Non, mais là, voilà. on parle du secret à Lutte ouvrière. Eh bien, ce secret, c'est un fantasme. C'est un fantasme parce que, vous savez, tous les militants de lutte ouvrière, on est des militants qui allons vers la population, qui défendons nos convictions, on a distribué des tracts, on anime des réunions de partout. Quand vous allez voir notre activité sur notre site, par exemple, puisque on voit qu'on est présent dans toutes les régions. D'ailleurs, on se présente dans tous les combats politiques. On a 10 000 candidats aux municipales. Donc voilà. Alors après, les congrès, oui, dans nos congrès, là où on discute de nos affaires, là où tous les camarades sont présents, y compris ceux qui sont pourchassés par leur direction parce qu'ils font du syndicalisme, et qu'on ne veut pas qu'ils soient connus comme lutte ouvrière parce que sinon ils seraient à la porte. Eh bien, notre congrès, oui, on veut le faire entre nous, mais avant, après. On invite à nos conférences de presse, on rencontre des discussions, etc., etc. Donc ça c'est un faux procès. C'est un faux procès qui est fait contre nous. Et moi, vous savez, Arlette a expliqué, d'ailleurs, dans une image que vous venez de montrer, que nous militons tous les jours, dans les quartiers populaires, dans les entreprises. Et ceux qui ont envie de se battre, les travailleurs qui ont envie de se battre, qui ont envie de s'organiser, eh bien, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous et qu'on sera toujours là, qu'on est là et qu'on essaye. Nous, on ne vise qu'une seule chose, c'est de faire grossir ce parti communiste révolutionnaire, qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est ça notre volonté. Rubrique suivante. Alors, Zéro Point Test, un accident de parcours ou une parole qui détonne ici pendant la campagne de 2017, alors que tous les candidats adressent un message de soutien à Emmanuel Macron et François Fillon qui sont visés par des menaces terroristes et qui sont sous protection renforcée. L'affaire vous laisse de marbre. Écoutez, est-ce qu'ils sont visés directement ? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai pas bien compris. Là. C'est ce que semblent dire les enquêteurs. Écoutez, ils sont bien protégés. Voilà, je crois pas qu'ils attendent de moi. Zéro compassion pour les adversaires politiques. Non, mais surtout, c'est ridicule de demander à Nathalie Arthaud et à Lutte ouvrière, si vous voulez, un soutien ou je ne sais trop quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez, en fait, tout ça, c'est une manœuvre politicienne. On veut absolument me faire dire que je soutiens Emmanuel Macron, que, j'ai pas envie de le dire. Après, c'est pas moi qui vais le protéger. En réalité, il a bien d'autres protections et bien plus efficaces. Donc, voilà, tout ça, c'est la petite politique politicienne. Pourquoi ? Pour que quand j'ai 5 minutes d'émission, je ne puisse pas défendre mes idées. Je ne puisse pas défendre mon programme. Donc voilà, moi je marche pas dans le, je tombe pas dans le piège, c'est tout. Vous savez, nous on a l'obstacle des parrainages, c'est difficile. On arrive à le passer. Mais ensuite, on a l'obstacle de pouvoir défendre notre point de vue sur les plateaux télé. Et là, je peux vous dire que c'est un deuxième obstacle. Parce qu'en fait, tout est fait pour que justement on ne puisse pas développer ce qu'on pense. Qu'on ne puisse pas dire notre politique. On me fait commenter et ceci, cela. On me fait réagir à ce que peuvent dire les autres. Mais voilà, tout est fait pour que finalement, je me taise au fond. Et que je m'efface derrière les grands candidats. Voilà. Alors, non. Je me bagarre. Ça peut vous paraître, maladroit ou zéro pointé, comme vous voulez. Mais moi, je me bagarre pour défendre ma politique. Ce qui n'est pas le cas ici, avec cet ADN qu'on continue d'explorer, Nathalie Arthaud. Une Madeleine, quelque chose de personnel à présent pour vous. William Gardner Smith, c'est l'un de vos écrivains préférés, journaliste et écrivain afro-américain exilé en France dans les années 50, auteur du Visage de pierre, Stoneface. Nous avons retrouvé un reportage sur lui diffusé en 64 dans les actualités françaises.
C'est souvent autour d'une bouteille de Côte-du-Rhône que se reconstitue à l'heure du dîner un semblant d'ambiance de Harlem. Le cuisinier Leroy Haynes y a pourvu en amenant avec lui son barbecue. Mais ce Harlem-là n'est qu'un fantôme, car en choisissant Paris, ils ont bien souvent adopté la vie à la française, comme William Gardner Smith, le romancier. Vous êtes en France. Pourquoi avez-vous justement choisi la France? J'ai quitté les États-Unis à cause du racisme. Je trouvais que je pouvais vraiment plus travailler là-bas. Je sentais une violence monter en moi. Je craignais vraiment que j'allais finir par tuer quelqu'un. Pour nous, les Noirs, il y a beaucoup moins de racisme ici qu'aux États-Unis. William Gardner Smith, pourquoi lui? Alors, simplement, j'ai lu Visage de pierre il y a pas très longtemps et j'ai trouvé très, très, très intéressant parce qu'effectivement, il explique que en France, oui, lui, il ne sent pas de racisme vis-à-vis des Noirs. Mais ce qu'il explique dans son roman Visage de pierre, c'est que on est en pleine guerre d'Algérie. Et le racisme, par contre, il le sent, mais alors, puissance 1000 contre les Algériens, contre les musulmans. Et ça, il l'explique pertinemment. Et il se retrouve à un moment donné dans sa vie, je pense que c'est un moment de sa vie, il a une rixe dans un bar, justement, avec un Algérien. Et là, la police arrive pour les séparer, etc. Elle les arrête, tous les deux. Et lui... qui est noir, est considéré comme le blanc, il a droit à tous les honneurs, à du monsieur, et oui, on vous écoute, etc. Quand l'Algérien, lui, subit des humiliations, si ce n'est des ratonnades. C'est ça, la réalité. Et lui, il le voit et il réalise que le racisme qu'il a essayé de fuir en quittant les États-Unis, existe ici, en plein cœur de Paris. D'ailleurs, il est témoin du 17 octobre 61, vous voyez. Alors, voilà, moi j'ai trouvé son roman très, 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 très intéressant, et moi, il m'a profondément touchée. Il me fait réfléchir, Et je pense qu'il devrait faire réfléchir tout le monde aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'en a pas fini avec ces démons-là. Une archive que nous soumettons à tous les candidats, celle de l'alerte verte. Archive tirée de la campagne présidentielle de 1974 où le tout premier candidat écologiste casse le ronron politique pour nous alerter sur des dangers futurs. Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Nathalie Arthaud, est-ce que la nature, l'environnement, le bien-être animal, est-ce que ça fait partie de vos combats ou est-ce que ça vous paraît secondaire? Bien sûr que ça fait partie de mes combats. Alors là, c'est une archive de 74, vous avez René dit. Dumont. Voilà. Qui était premier candidat écolo en même temps que la première candidature de la Guyane. Voilà, en 74. Alors vous voyez, souvent, nous, on nous accuse de dire et de répéter le même discours depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Mais je vois que lui, c'est pareil. Les écologistes, ils sont face à la même situation, en fait. Enfin, vous voyez, voilà. Parce que ce système capitaliste... La réalité, c'est qu'il exploite les hommes autant qu'il exploite la nature. Et il les exploite jusqu'à leur extrême limite, jusqu'à les détruire. Moi, c'est ce qui me frappe dans ce système-là. Tout est bon pour faire du fric, tout. Alors bon, on a vu le scandale des EHPAD. Vous avez vu même les derniers jours de notre vie servent à faire du fric pour certains. Mais la nature, c'est pareil. Donc pour moi, c'est le même combat, tout ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait une minorité capitaliste qui ne jure que par leur fric et après moi le déluge. Mais c'est ça qui se passe. C'est ces grandes multinationales, Total, mais dans l'agroalimentaire, c'est la même chose. Et moi, ce que j'ai quand même envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on leur fait confiance à eux
à ceux qui ont pollué, à ceux qui ont détruit la planète, on leur fait confiance pour faire la transition énergétique, pour que demain, en fait, enfin, on respecte les ressources naturelles, on leur fait confiance. Mais comment leur faire confiance? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors moi, oui, je prétends d'ailleurs dans cette campagne avoir le programme le plus conséquent en matière écologique. Pourquoi? Parce que je suis pour l'expropriation de ces grandes multinationales et pour qu'on les prenne en main de façon collective et pour qu'on les fasse fonctionner, non seulement pour qu'elles répondent d'abord aux besoins vitaux des femmes et des hommes, et pas aux caprices de quelques riches, mais aussi pour qu'elles puissent préserver la planète, pour qu'on prenne en considération effectivement la limitation de ces ressources naturelles. Dernière rubrique de cette ADN, une rencontre. Dans les archives de l'INA, nous avons trouvé une voix que nous voulons vous faire entendre pour que vous puissiez, en quelque sorte, dialoguer avec elle. Nous sommes sur le plateau d'Apostrophe en 78. C'est Jean-Marie Doménac, philosophe, directeur de la revue Esprit, qui fait un lien entre le totalitarisme et la religion. Il répond à une question de Bernard Pivot. Mais est-ce qu'à certains moments, vous n'avez pas cru davantage en la révolution qu'en Dieu? Ou davantage, c'était pas du même ordre. D'ailleurs, pour moi, ça allait un peu ensemble, un peu trop d'ailleurs, je le regrette maintenant. Ah oui. Pourquoi vous le regrettez maintenant? Parce que c'est une confusion regrettable. Je suis maintenant convaincu que le totalitarisme est le fruit d'une certaine passion religieuse frustrée, et qui a d'ailleurs été malheureuse parce que, précisément, les chrétiens n'ont pas su lui donner une réponse valable. Est-ce que vous souscrivez à ces propos? Je ne vois pas tellement le rapport avec tout ce qu'on vient de discuter. Pourquoi me parlez-vous du totalitarisme là? Je ne vois pas le rapport en fait. Voilà, bien sûr, je sais bien que pour beaucoup, l'idéal communiste est assimilé avec cette dictature stalinienne, mais comme vous l'avez rappelé, mon courant, c'est le courant du trotskisme, c'est-à-dire précisément de ceux qui ont combattu cette dérive totalitaire, et qui l'ont expliqué, qui l'ont combattu et qui l'ont expliqué, et qui ont permis de dire que oui, la révolution dans un seul pays, ça peut pas être une perspective. On peut plus changer la société, en construire une nouvelle, de façon isolée, dans ses frontières, etc. Et que, par ailleurs, une société organisée collectivement, elle doit être basée sur la démocratie. Sur la démocratie, pour moi, c'est indissociable des idées communistes. Donc, vous voyez, moi, ce combat de Trotsky, ces explications de Trotsky, pour moi, elles sont fondamentales. Parce que, en effet, pour moi, c'est la seule façon, aujourd'hui, de se revendiquer encore des idées communistes, d'être fidèle à cet idéal-là. Oublions le mot totalitarisme employé par Doménac et... au fond, ce sur quoi il insistait, c'est sur la dimension qui pouvait être religieuse de l'idéal communiste. Non, mais moi, Et vous avez vous-même grandi dans cette culture-là, dans cette culture catholique. Je ne sais pas s'il en reste quelque chose. Non, je ne crois plus en Dieu, moi, depuis que j'ai 16, 17 ans, en fait. Je ne crois pas en Dieu. Et la grande différence, si vous voulez, entre les religions, la croyance en Dieu et cette conviction profonde que l'homme peut changer cette société, la prendre en main, la gérer collectivement, elle n'est pas appuyée non plus sur rien. C'est pas la foi du charbonnier, c'est que moi j'ai vu, enfin l'histoire a vu des moments d'insurrection, de révolte où les travailleurs se sont organisés de façon mais extrêmement démocratique, de la façon la plus large possible, en associant des millions de femmes et d'hommes aux décisions. La Commune de Paris, ça a été une réalité. Cette révolution russe dans ses premiers mois, cette capacité que les travailleurs ont eue de faire surgir leur comité, de s'emparer et de régler eux-mêmes les problèmes, de répondre à leurs besoins. Ce sont des choses qui ont existé, ça a été des combats qui ont été menés, alors qui n'ont pas été menés au bout, qui ont finalement été défaits, d'accord. Mais pour moi, il y a énormément de pages dans l'histoire qui montrent en effet que on peut aller vers une société et on doit aller vers une société collective. On doit se dire que
il n'y a aucune raison que la direction de la société, la direction politique, la direction économique d'une société soit réservée à une élite, que cette hiérarchie sociale, que l'exploitation de l'homme par l'homme, ce n'est pas pour l'éternité. Ce n'est pas pour l'éternité. Bon, moi, ce que je vois, c'est que la société humaine, elle a traversé énormément d'organisations sociales et politiques différentes, et elle a sans cesse évolué. Le capitalisme lui-même, il a un début, et il aura une fin. Et cette fin, eh bien, ça doit être une fin... pour aller vers le mieux, justement, pour dépasser cette société capitaliste. Moi, je pense en réalité qu'on n'a jamais été aussi proche d'une société communiste. On n'a jamais été aussi proche. Pourquoi ? Parce qu'on produit, mais à une échelle collective, parce qu'il y a ces concentrations là, d'entreprises, ces mastodontes qui font qu'on est tous... Enfin, il y a des centaines de milliers de salariés qui sont réunis dans un même système productif. Eh bien, c'est cette logique-là qu'il faut finalement pousser jusqu'au bout. Et donc, puisqu'on produit ensemble, puisqu'on est coordonné à l'échelle de la planète, à l'échelle internationale, puisque notre système productif il est interpénétré, eh bien, dirigeons de façon collective. Mais donnons la possibilité à ceux qui font l'économie, à ceux qui la portent sur leurs épaules, aux travailleurs qui produisent toutes les richesses, justement, de diriger eux-mêmes collectivement et démocratiquement. C'est ça l'idée du communisme, de cet idéal-là. C'est en réalité les germes du communisme, ils sont déjà dans cette société, dans notre société actuelle. Ils sont là, ils sont en germe. Il faut avoir cette conscience. Voilà, cette conscience qu'on n'est pas condamné à la dictature là, de ce grand capital qui décide à la place de tout le monde. Qu'on ferait que si on avait tous la possibilité de participer aux décisions, cette société, elle serait organisée bien autrement. Dernière question, Nathalie Arthaud, au terme de cet entretien. Y a-t-il un morceau essentiel de votre ADN que nous avons manqué ? Un morceau essentiel Là, dit comme ça, non, je ne crois pas. Il y a la révolte, la combativité, la détermination, on a une politique, on sait ce qu'on veut. Voilà. Non, je ne crois pas. Non, moi, en plus, là, on parle d'ADN, mais mon ADN, voilà, il est collectif. Voilà. Moi, j'ai envie vraiment que cette idée, elle domine par-dessus tout. Hein. C'est que, en fait, notre société, ce qu'on est, c'est le fruit d'abord et avant tout d'une société. Hein, et que l'individualisme, le carriérisme, c'est une impasse et on ne doit pas raisonner, et il ne faut pas raisonner comme ça, c'est une impasse pour tous. Et il faut réaliser que voilà. Moi, je pense qu'il y a une société supérieure possible. Voilà, une société supérieure possible avec d'autres rapports entre les hommes, mais ça veut dire qu'il n'y ait plus cette exploitation de l'homme par l'homme, plus ces classes sociales. Il y a même plus de raison d'être. Hein. Là, en fait, on peut construire une autre société. Voilà, produire de façon consciente et démocratique. C'est ça pour moi l'idéal communiste. Merci Nathalie Arthaud. Je vous remercie.